Bonjour Gaëlle Josse. Bonjour Christelle. Merci de votre présence parmi nous pour venir évoquer ce très beau roman. Pour vous présenter en quelques mots, Gaëlle Josse, vous êtes à l'origine diplômée en droit. Le droit, ça a aussi à voir avec l'écriture, en journalisme, écriture aussi, et psychologie clinique. Dans votre biographie, il y a quelques années, passée en Nouvelle-Calédonie. Alors, on s'était déjà rencontrés à une autre occasion, mais c'est vrai que ça m'avait un peu interpellée, cette présence en Nouvelle-Calédonie. Désormais, vous travaillez à Paris, et entre Paris et la région parisienne. Là aussi, je ne vais pas géolocaliser plus précisément que cela, mais voilà, les lieux ont aussi leur importance dans votre parcours. Vous êtes venu, même si on vous connaît pour votre écriture de romans, Les heures silencieuses, Nos vies désaccordées, Noces de neige, L'ombre de nos nuits, Le dernier gardien d'Ellis Island, Une longue impatience. Voilà, j'en ai cité quelques-uns. Vous êtes venu à l'écriture par le biais de la poésie. Ce qui a d'ailleurs été l'occasion de la publication d'un recueil de poèmes intitulé « Et recoudre le soleil ». Je le signale parce qu'on peut le trouver ici à la librairie, où d'ailleurs on vous retrouvera à l'issue de cette rencontre. Plus récemment, vous avez également publié Une femme en contre-jour, alors là qui ne relevait pas du domaine romanesque, mais qui était une biographie. Alors, inspirée, imaginée, recherchée pas imaginé, aussi, non. Pas imaginée, mais de Viviane Meyer, cette mystérieuse photographe. Alors, je dis imaginée parce qu'il fallait aussi se glisser dans les interstices et dans ce qui n'était pas dit de sa biographie, qui reste très énigmatique en fait. Et puis, un recueil de nouvelles aussi, donc une forme d'écriture différente, donc le roman, la poésie, la biographie et les nouvelles, avec cet ouvrage « À quoi songe-t-il ceux que le sommeil fuit ?» qui interrogeait des témoignages d'insomniaques, romancés ou véritables. Là, je laisserai les lecteurs se prendre au jeu. Mais voilà, une forme aussi différente, et donc une exploration de différentes manières d'écrire. Juste un mot sur justement ces formes. Vous revenez au roman, et je dirais même au double roman. On va voir pourquoi dans quelques instants. C'est quand même votre terrain d'expérimentation, le terrain qui vous est le plus propre, ou est-ce que la poésie continue par ailleurs et éventuellement un retour à la nouvelle serait possible? Je vais vous répondre, je vais essayer. Bonjour, merci d'être aussi nombreuses, c'est impressionnant. Vous étiez attendue. La nouvelle, le roman, la poésie, l'essai, le fragment, la correspondance, le théâtre. Oui, il n'y a pas que le roman dans l'écriture. Il y a énormément de formes qui ne demandent qu'à être explorées. Après, moi, je ne vois pas la littérature comme un terrain de, complètement d'expérimentation. Voilà. Je crois simplement qu'à chaque idée, qu'à chaque désir d'écriture, il y a une forme qui va être la bonne, tout du moins la plus juste, celle qui me semble la plus adaptée à dire ce que je vais essayer de dire. Voilà. C'est pas de se dire, tiens, je me suis jamais confrontée à ça, je pourrais essayer de... Voilà. On peut faire ça, mais on ne le publie pas forcément. C'est pas de... Comment dire ? Je crois pas beaucoup à la littérature exercice de style, voilà, ce côté un petit peu gratuit, mais simplement, voilà, il y a une forme qui s'impose par rapport à un désir. Alors, quelquefois, c'est de la poésie qui a ce grand privilège, en fait, de dire des tas de choses sans rien raconter, puisqu'on n'a pas de personnage, on n'a pas d'histoire, on n'a pas de story. Voilà. On a juste une poignée d'émotions et de mots qui arrivent à dessiner ces émotions sur la page avec très peu de moyens. Et puis, parfois, ça peut être des choses très courtes, comme la nouvelle ou la microfiction. Et quelquefois, c'est le roman. Et juste sur la nouvelle, en fait, je ne m'étais jamais confrontée à la nouvelle parce que je trouve ça très dur, en fait. Je dirais même que plus la forme est brève, plus c'est difficile à écrire.
Parce qu'un roman que vous allez mener sur 200, 300, 400 pages, alors les miens ne vont pas jusque-là, hein, hélas, mais on a le temps, voilà, d'accompagner plusieurs personnages, d'accompagner entre guillemets, des choses qui se passent, voilà, de développer une story. Voilà. Alors, quand on est dans une forme très, très courte, ben, on a beaucoup moins de temps, on a beaucoup moins de place, ce qui veut dire qu'il faut choisir qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je ne vais pas dire, qu'est-ce que je vais montrer, qu'est-ce que je ne vais pas montrer, quel est le détail qui va être important pour qu'on comprenne ce personnage, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Donc ça demande en fait beaucoup plus d'écrire de manière beaucoup plus condensée, beaucoup plus resserrée, de faire des vrais choix pour qu'on ait, je dirais, à la fin le même résultat. C'est-à-dire qu'on ait la sensation non pas d'avoir juste vu passer une ombre chinoise derrière un rideau, mais d'avoir rencontré un vrai personnage avec de la chair, avec une épaisseur, avec une vraie vie. Et voilà, donc je trouve que c'est un art en fait assez complexe. Et puis oui, le roman qui aujourd'hui est... Moi, ce que je trouve formidable avec le roman, c'est qu'en fait, c'est un genre extrêmement accueillant. Voilà. Où on peut aller d'un roman de 130 pages à des sagas de 800 pages. Ça va de l'autofiction à voilà, des choses de l'imaginaire le plus absolu. Et tout ça, ça fonctionne. C'est bien la littérature quand même. Ah là là, quel beau lieu que la littérature. Oui. Alors, ce que je vous propose, Gaëlle Josse, c'est de nous permettre d'entrer dans ce roman par le biais de votre écriture. Et vous avez gentiment accepté de nous en lire un extrait. C'est vraiment au tout début où on va saisir votre personnage. C'est une femme, elle s'appelle Agnès. Dans le passage que vous allez nous lire, elle s'exprime à la première personne. Ce n'est pas toujours le cas, on verra pourquoi, peut-être avec vous par la suite. Elle va d'emblée poser les choses et nous dire ce dont elle a envie. De quoi a-t-elle envie ? Et jusqu'à la croix dans la page. Alors, jusqu'à la croix de la page suivante. Oui, parce que je mène les auteurs à la baguette, là où j'ai envie de les mener. C'est d'un voyage lent dont j'ai envie, un peu incertain, indécis, avec des détours et des étapes, des hésitations, des repentirs, des visages, des rencontres ou des possibilités de rencontres. Pas un voyage de touriste, même si je vais faire comme tout le monde en fin de compte. Mais je me rêve plutôt voyageuse, avec des moments pour revoir des choses aimées, des moments pour me souvenir, des moments pour découvrir ce qui n'a pu l'être encore. Un voyage comme une promesse à notre histoire. 1 an maintenant, et je ne m'en sors pas. Danser, créer, répéter, contraindre mon corps à l'exercice, à la rigueur, absorber l'énergie de la troupe et la leur redonner, et les moments d'émotion, la ferveur du public, les confidences entendues en fin de cours ou dans les vestiaires. Tout cela m'a aidé dans le tunnel. Mais le tunnel n'en finit pas, et j'y suis seule. Les images qui attendent la nuit pour surgir alors que je les croyais envolées. Le grain d'une voix qui n'est plus et dont je n'ai pas osé supprimer les derniers messages sur mon téléphone. Tout ce qui me laisse à garde, vidé au matin. Pendant les semaines qui ont suivi la disparition de Guillaume, je guettais encore les appels de l'hôpital où je m'éveillais en me disant qu'il m'attendait. Quelques secondes après, la réalité reprenait la main. Arrête, arrête, c'est fini. Alors il a fallu remettre en route la machinerie du corps, de la volonté, du nécessaire, de la survie. Tenter de faire oublier combien j'étais devenue transparente, friable, fendue en deux, éviscérée. Travailler, encore, toujours. Étirement, barre, assouplissement, muscles, tendons, le plus loin possible. Respiration.
Rien n'est jamais acquis. Puis la récompense, l'eau chaude et la douche, un café. Et après, et maintenant, et demain. J'ai tenu pour ceux qui m'attendaient, qui comptaient pour moi. Mais mon envie à moi, où est-elle maintenant, dans cette joyeuse et baroque nef des fous que j'ai menée avec élan et amour? Mes épaules ne peuvent plus rien porter. Oubliez-moi. Merci. Merci pour ce très beau passage qui vient donc à quelques pages du début de votre livre. On l'entend, donc c'est une femme endeuillée. C'est une femme endeuillée et c'est une danseuse chorégraphe qui va se lancer dans un long périple. On saura à la fin du livre pourquoi, ce qu'elle porte avec elle. Enfin, on peut le dire, c'est un livre qu'elle veut porter quelque part. C'est vraiment une traversée du deuil, on l'a entendu, c'est 1 an après. C'est le temps qu'il lui faut pour se ressaisir et puis repartir et accomplir ce qui doit la relier malgré tout, lui permettre peut-être de clore une histoire, je ne sais pas. Oui, de retrouver peut-être son désir à elle, sa verticalité, son élan. Celle qui, on l'a entendu, elle accompagnait beaucoup elle accompagne d'autres personnes, puisqu'elle a une troupe un petit peu particulière qui accueille des personnes, allez, on va dire différentes, corporellement. Oui. Et c'est quelque chose qui va résonner avec l'histoire qui est portée par le livre qu'elle transporte avec elle. Déjà, ce livre, quel est-il? Pourquoi ce livre en particulier? Avant de... On ne dira pas où on va le porter. Je laisse les lecteurs et lectrices le découvrir. Mais qu'est-ce que ce livre et qu'est-ce qui lui permet? Quel apaisement lui permet-il? Quel accompagnement déjà lui propose-t-il? Alors en fait, Agnès, c'est cette jeune femme qui porte beaucoup de choses, qui porte beaucoup les autres, qui donne beaucoup d'elle-même et qui s'aperçoit à un moment qu'elle n'y arrive plus. Et qu'elle sent que si elle ne trouve pas le moyen de repartir, c'est elle qui va tomber. Et donc un jour, elle découvre de manière très fortuite, vous savez, ces heures un peu d'errance numérique, on va dire, qui quelquefois nous font arriver dans des lieux complètement improbables, ou pas. Elle va découvrir l'existence d'un lieu dont on va quand même parler, parce c'est pas un secret d'ailleurs, parce qu'il est très vite annoncé dans le livre. Et c'est un lieu qui a aussi beaucoup compté pour moi et qui est vraiment à la source du livre. Elle découvre l'existence d'un lieu où on peut aller déposer quelque chose d'une histoire qu'on a vécue et qui n'est plus. Et elle se dit, c'est là qu'il faut que j'aille. Voilà. Et donc, je vais y aller. Mais qu'est-ce que je vais emmener avec moi? Et elle choisit d'emmener, elle aurait pu emmener plein de choses, pas tout ce qui peut se transporter. Et ça va être un livre. Voilà. Et ce livre va être un petit peu un personnage du livre. Il va prendre quand vous parliez d'un deuxième livre, c'est ça, d'un double roman, c'est qu'en fait ce livre, on va aussi cheminer avec, comme Agnès chemine avec ce livre, qui en fait a été un livre, vous savez, je pense qu'on a toutes des livres qui ont compté dans notre vie. Des livres qui sont comme des rencontres, comme des amis, comme des piliers, comme des moments de reconnaissance. Et voilà, c'est un livre un petit peu comme ça, qui a compté dans leur histoire et dont elle se dit, ce livre, je l'ai adoré, il a beaucoup compté pour moi, mais à un moment, si je veux survivre, il faut que j'arrive à prendre un petit peu de distance avec. Et c'est pour chercher cette bonne distance, qui n'est pas non plus un abandon, qu'elle va décider de traverser toute l'Europe, parce que l'endroit où elle doit aller déposer ce livre, il se trouve très loin. Et elle va entreprendre ce voyage. Alors, je vais revenir sur le voyage, mais tout d'abord ce livre. J'imagine que c'est un plaisir d'écrivaine
que d'avoir la possibilité d'imaginer. Alors, parce qu'au début, on se dit, bon, d'accord, il y a les références exactes du livre, on va chercher en ligne, on va le trouver, et puis nous aussi, on va le lire. Et puis, petit à petit, en fait, ce livre, il revient, des extraits reviennent, et puis on comprend bien sûr que l'autrice est Gaëlle Josse, et non ce Julien Lancel, ce personnage que vous avez imaginé. De quoi ce livre parle-t-il, et en quoi est-ce que cela résonne à double titre dans l'histoire de votre héroïne ? Alors c'est vrai que en fait, je me suis un peu trouvée prise à mon propre piège, à savoir que oui, je me dis voilà, l'objet qu'elle va emmener, bah oui, ça va être un livre. Ok. Quel livre ? Pourquoi ce livre ? Et qu'est-ce que moi, auteur, je vais pouvoir dire de ce livre ? Parce qu'il va bien falloir quand même à un moment qu'on dise c'est quoi ce bouquin ? Et je me suis dit bon, est-ce que parler d'un livre c'est très intéressant ? Oui ou non ? La meilleure chose qui puisse nous arriver avec un livre, bah, c'est de le lire. On est d'accord. Et donc, comme il n'existe pas, eh ben, il va bien falloir que je l'écrive. Voilà. Et comme derrière un livre, en général, il y a un auteur, il n'y a pas que l'intelligence artificielle, il va aussi falloir que je donne peut-être un petit peu de chair, d'existence à cet auteur. Donc, j'ai écrit le livre. Et je lui ai aussi offert un auteur, et c'est quelqu'un que j'ai adoré accompagner, créer, voir grandir. J'ai trouvé qu'en fait, c'était quelqu'un de très attachant, cet auteur. Donc, ce qui fait qu'en fait, voilà, il y a 2 livres et 2 auteurs dans ce livre. Alors, c'est un... Comment dire ? Donc, tout le long du voyage, il va y avoir des extraits de ce livre qui vont ponctuer voilà, la lecture. En fait, c'est un livre de lettres. Ce sont des lettres qu'un père va adresser à sa fille, à sa petite fille, et ce sont des lettres qu'elle ne lira pas, parce que c'est une petite fille qui est lourdement handicapée. Et ce sont en fait des lettres... à la fois pleine d'amour, de tendresse et aussi d'inquiétude, qui va adresser à cet enfant, dont il a découvert qu'en fait, les seuls vraiment moments où cet enfant qui a une vie difficile pour elle, pour ses parents, c'est que ces grands moments de bonheur, c'est quand elle est dehors, quand elle est au contact du vivant. Des herbes, des feuilles, des fleurs, des arbres, des oiseaux, des papillons, de la nature, en fait du vivant. Et pour la voir finalement aussi heureuse que possible, eh bien, il va l'accompagner, il va l'emmener le plus souvent possible, s'occuper du jardin, découvrir des jardins. Et chaque lettre va être l'histoire le souvenir d'un moment qu'ils ont partagé dans tel ou tel jardin à faire telle ou telle chose. Et donc, oui, d'ailleurs, le titre supposé de ce livre, c'est « Quelques Éden ». Oui, vraiment lettre à ma fille. Lettre à ma fille, quelques Éden. Comment est-il né ? Parce que l'histoire d'Agnès, votre danseuse, on le sait, voilà. C'est ce lieu vers lequel elle se dirige qui vous a marqué et inspiré. Le livre de Julien Lancel semble arriver comme un véritable contrepoint, parce que votre héroïne veut un voyage lent, elle l'a dit, donc elle ne prend pas l'avion. Elle aurait pu prendre l'avion et en 2 heures, c'était réglé. Bah non, ce n'est pas un voyage, ça. Et ça, ce n'est pas un voyage. Elle veut un voyage lent. Donc, elle va se déplacer de bus en bus, d'hôtel inconfortable en hôtel de 3e, 2e zone. Voilà, il y a on reviendra sur pas une mise en péril, mais une mise à l'épreuve peut-être du corps qui est la sienne. Voilà, mais parce qu'elle va vers ce lieu où elle souhaite déposer ce livre. Mais cette histoire de Julien Lancel, comment est-elle née ? Est-ce que c'était déjà le contrepoint ? Parce qu'on a véritablement le sentiment que voilà, il y a ce déplacement de votre héroïne à un moment où il fait chaud, on est au solstice d'été, elle passe de bus surchauffé en bus surchauffé, d'hôtel encore une fois un peu moite. Je vous vois venir, effet de serre, donc jardin. Alors non, j'avais pas pensé à l'effet de serre, mais on a quelque chose de très très minéral, de très urbain aussi d'un côté, et puis ces Éden en fait. Oui. En fait, je crois qu'il y avait longtemps que j'avais envie d'écrire quelque chose autour du vivant.
parce que je suis très fascinée, très éblouie, tout simplement, par ce cycle du vivant qui semble quelque chose de très simple, de très normal. Voilà, c'est l'automne, les feuilles tombent, c'est l'hiver, il n'y a plus rien, c'est le printemps, pouf, on a des fleurs, c'est l'été, pouf, on a des fruits, et puis ça recommence. Voilà. Mais tout ça, c'est quand même un miracle. Quand on regarde ça, voilà, jour après jour, et que peut-être la période la plus extraordinaire, c'est celle où il ne se passe rien en surface. C'est l'hiver. Ben non, il ne se passe rien, on a froid, il n'y a pas un poil de feuilles sur les arbres, etc. Mais en fait, c'est là que tout se passe. Cette espèce de germination intérieure, et à un moment, paf, voilà, ça sort. Et je suis absolument, moi, toujours émerveillée par ce cycle. Et c'est aussi un cycle qui nous ramène à notre propre vie, parce que nous sommes comme ces organismes, enfin, nous sommes un organisme vivant, et tous les organismes vivants ont cette phase de conception invisible, de croissance, d'apogée et de disparition. Donc voilà, donc on fait partie de ce grand cycle. Et voilà, il y avait longtemps que j'avais envie de parler de cet amour que j'ai pour le végétal, pour ce cycle du vivant. Et assez naturellement, ça s'est écrit, et puis ça s'est inséré dans ce livre, parce qu'en fait, le lien, c'est que le compagnon d'Agnès était un jardinier, paysagiste, etc. Voilà. Donc, qui travaillait en lien avec cet univers, et que ce livre avait été un petit peu le livre de sa vie. Voilà. D'où l'importance de ce texte entre deux. Alors, le domaine du compagnon d'Agnès était celui du jardin, du vivant, comme vous le dites. Agnès elle-même aussi est du côté du vivant, c'est une danseuse. Et on a le sentiment que ce voyage va être, alors je reviens sur ce que j'ai dit, l'occasion d'une mise à l'épreuve du corps, et d'un questionnement aussi sur la mise à l'épreuve du corps. Encore une fois, il y a cette période qui est chaude, on est plutôt du côté du sud de l'Europe, on passe d'endroits presque volontairement inconfortables. Est-ce qu'il fallait, dans l'hiver de son deuil, si je reste sur ce cycle des saisons, est-ce qu'il fallait aussi se confronter, que le corps se confronte, qu'il ne soit pas seulement dans l'exultation, parce que le livre s'ouvre sur une représentation, elle a magnifiquement dansé, visiblement, elle est acclamée, etc. Mais tout au long de ce livre, c'est quelque chose qui est très marquant de ce rapport au corps. Et il n'y a pas qu'elle, d'ailleurs, qui s'interroge sur son propre corps. Et à un moment, il y a une famille de cyclistes. Qu'est-ce que l'on fait à ces enfants que l'on fait traverser une partie de l'Europe à vélo? Voilà, j'ai eu ce sentiment d'une mise à l'épreuve constante. Oui, alors en fait, parmi les envies, les désirs qui précèdent à l'écriture, puisque écrire, en fait, c'est peut-être finalement répondre ou chercher un désir, j'avais envie d'écrire que le corps ait vraiment une place centrale. Parce que je me suis aperçue que c'était quelque chose que j'avais finalement assez peu ou juste évoqué. Et je dirais que plus en avançant en âge aussi, on se rend compte à quel point nous sommes dépendants de ce que notre corps nous permet de faire, et puis de ce que notre mental aussi nous permet de dépasser par rapport à ça. Et je trouve que l'interaction entre ce que nous vivons, ce que nous sommes aussi physiquement capables de faire, d'assumer, tout devient de plus en plus lié. Voilà. J'ai l'impression que beaucoup plus jeune, le corps n'était pas une question. Voilà. Il fait les choses, il suit, on le maltraite, on l'embête, il dort quelques heures et ça repart. Bon, quelques dizaines d'années plus tard, c'est beaucoup plus compliqué. Et pourtant, on a cette marge que nous offre notre mental de dépasser ça. Et j'ai l'impression qu'on vit de manière beaucoup plus symbiotique avec le corps, voilà, qu'on a cette relation un peu haine-amour et qu'il faut vraiment composer avec. Donc j'avais envie que cette dimension soit présente dans ce texte. Donc c'est Agnès est cette jeune femme dont tout le corps en fait est dans la maîtrise, dans l'exercice, dans le travail, dans la création, dans le geste, et beaucoup dans la maîtrise. Et là, dans ce voyage,
il va y avoir de l'abandon. Voilà. En effet, c'est pas le voyage le plus confortable qui soit, mais comme c'est un voyage en fait un petit peu erratique qu'elle a composé de manière sur mesure, elle a trouvé que la méthode finalement la plus simple pour y aller, c'était de prendre ces énormes bus qui vont ces fourmis vertes. Voilà, ces espèces de un peu d'antre de baleine là où on est un peu comme dans un ventre maternel, un utérus, et puis on est conduit, on s'abandonne aussi. Voilà. Donc pour la première fois, elle va aussi s'abandonner, ce qui n'était pas le cas juste là, c'était dans la maîtrise, et que oui, son état va aussi dépendre voilà, de la fatigue, du sommeil, du confort, de l'énergie, et que tout ça, ça fait partie du voyage. Que voyager, c'est pas forcément se déplacer le plus vite possible d'un point A à un point B, hein, mais c'est peut-être très lentement se déplacer d'un point A1 à A2, à 3, à 4, en se demandant si peut-être on arrivera jusqu'au point B. C'est aussi un voyage où vous parliez d'abandon, où elle qui donc a monté cette troupe un peu particulière avec des personnes handicapées physiquement, et c'est aussi un voyage où elle-même elle va être portée. Il y a deux temps qui sont vraiment très importants, me semble-t-il, alors qui sont des très brefs moments de lien avec deux femmes qui apparaissent dans le roman, et où elle va avoir, elle aussi, le droit d'être... alors, elle sera touchée, mais voilà, pour des raisons très singulières. Hein. Il y a un moment même où elle s'évanouit, et puis en fait, elle est aidée par une des femmes qu'elle va croiser. C'est aussi pour elle la capacité, oui, de s'abandonner de façon générale, mais aussi de confier son corps à d'autres, alors qu'elle prend en charge corps des danseurs qui évoluent avec elle. Oui, je crois qu'il y a un moment dans nos vies, des moments pour porter, pour faire, pour agir, pour créer, pour donner, et puis aussi peut-être à un moment le temps de recevoir, de s'abandonner, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et ce voyage va être voilà, une manière de se laisser aller dans le temps et dans l'espace, ce qui aussi évidemment est favorable à tout le travail de mémoire et aussi de découverte, et peut-être de redécouverte, de reconnexion avec le monde. Vous parliez de mémoire, il y a deux moments que j'ai trouvé très très beaux. Enfin, il y a deux phrases comme ça qui arrivent sur la mémoire qui est à la fois enfer et refuge. Et vous dites aussi que tout est imprévisible dans l'irruption des souvenirs, et c'est aussi ce qu'elle va expérimenter, ces irruptions. Vraiment, le terme est tout à fait bien choisi. Ces irruptions où là aussi on n'est pas dans la maîtrise de ce dont on se souvient. Tout à fait. Et de la façon dont ça peut à la fois advenir, mais aussi peut-être déterminer le reste du voyage. Oui, la mémoire est essentiellement quelque chose de capricieux, dont on ne sait pas si, vous savez, comme les boules là, qui tournent, et à un moment, il y a quelque chose qui surgit, et on n'a pas la maîtrise de ça. Il y a un très beau souvenir... Voilà, c'est un très très beau moment qui fait appel aussi au corps dans ce roman. Elle se rappelle, puisque tout est imprévisible dans l'irruption des souvenirs, elle se souvient d'un moment bien particulier où, avec ses parents, elle nageait au large. Enfin, pas trop au large quand même, mais voilà, on est en vacances, on est deux sœurs, on a les parents, et il y a ce moment très beau. Je ne sais pas comment est venue cette image, mais des parents qui adoptent cette nage un peu, vous dites un peu désuète, de la nage indienne, où on nage sur le côté et où on regarde les deux filles qui sont entre nous, et les parents sont assimilés à des dauphins. Ce moment est particulièrement beau. Je ne sais pas s'il évoque quelque chose de réel, mais comment est-il né, par exemple, ce souvenir que vous prêtez à votre héroïne ? Alors c'est très, très amusant ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on voit bien combien un livre, un texte est un tissage extrêmement serré entre l'intime et l'imaginaire. Voilà. Donc il y a évidemment des choses qui sont imaginaires, mais il se trouve que cette image, elle m'est extrêmement personnelle. J'ai pas que des souvenirs d'enfance formidables. Voilà. Et je suis là,
qui est un beau souvenir. Voilà. Eh bien, c'est un beau souvenir qui est très lumineux et que vous partagez avec beaucoup de générosité dans ce livre. Et puis, donc, il y a celui-là, et puis il y a aussi l'importance de l'art, et il faut le rappeler quand même. C'est aussi un livre qui va nous dire combien l'art est à la fois consolateur, combien il nous aide, combien il nous fait avancer, combien nous lui devons, et comment nous construisons aussi la mémoire autour de lui, quelle que soit la forme d'art. Agnès est danseuse, elle est accompagnée d'un livre, elle va voir des tableaux. Oui, alors au long de sa route, qui n'est pas d'ailleurs c'est pas un pèlerinage qu'elle fait, c'est vraiment un voyage inventé, créé, avec une part de souvenirs, de choses qu'elle a envie de revoir, des choses qu'ils avaient projeté de voir ensemble, qu'elle ira voir seule, et puis des choses qu'elle a envie de découvrir. Et parmi ces choses, voilà, il y a un tableau qui l'a fait rêver depuis longtemps, et elle va faire la halte qui lui permet juste d'aller voir ce tableau et puis de repartir. Voilà, juste pour le moment d'éblouissement, de se dire voilà, je voulais y aller depuis si longtemps, ça y est, je l'ai vu, on peut continuer. L'art est effectivement, oui, consolateur, ou c'est une étape dans ce qui doit être. Avant qu'on entende, parce que j'aimerais bien qu'on ait la possibilité d'entendre Julien Lancel, quand même, avec un petit extrait de ce fameux double roman dans le livre, une interrogation quand même sur, là aussi, je reviens à la forme, comment est-ce que tout cela s'écrit, comment ça se construit. On l'a entendu, le roman est raconté à la première personne par Agnès, à l'exception de 2 moments, celui qui ouvre et celui qui ferme le livre, où on la voit danser, mais elle n'a plus la parole. On la voit uniquement de l'extérieur. Pourquoi cette entrée et cette sortie Oui, comme si les choses se dézoomaient un petit peu et qu'on passe alors pour la scène d'ouverture et la scène de fermeture du livre. Alors, vous savez, on demande toujours beaucoup de choses aux auteurs. Oui, mais oui, on est curieux de pourquoi, savoir comment cela s'écrit. Et quand, et voilà. Et c'est normal, parce que moi aussi, j'ai ces curiosités de lectrice, mais on n'a pas toujours les réponses. Non, c'est vrai. Comme c'est dommage. C'est vrai. Ou pas. Il faut aussi que l'écriture reste un mystère. Si on est capable de se dire pourquoi à page 37, j'ai mis ce mot-là et non pas celui-là, ben non, c'est ce mot-là qui est arrivé, voilà. Et donc voilà, on demande beaucoup de choses. Donc c'est bien parce que ça oblige l'auteur à réfléchir. Mais on n'a pas toujours les réponses. À un moment, il y a des choses qui s'écrivent. Et quand même, le grand maître d'œuvre de l'écriture, du livre, c'est quand même l'inconscient. Et c'est à un moment des choses qui s'écrivent. Il y a une part de maîtrise, bien sûr. On construit un roman, on construit une histoire, on construit des personnages. On relit 400 fois avant de le donner à son éditeur ou à l'impression ensuite. Mais il y a des choses qui nous échappent. Et je pense que ces choses qui nous échappent, c'est toujours là qu'il se passe quelque chose. Parce que justement, on n'a plus la maîtrise. Il y a des choses qui surgissent, voilà, comme cette scène de natation qui, objectivement, n'a rien à faire dans ce bouquin. Enfin, je veux dire... Sauf nous éblouir. Non, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas indispensable au livre. Elle arrive de manière cohérente dans le flux de l'histoire, mais si on la regarde, si vous l'enlevez, le livre, il tient toujours debout. Mais à un moment, cette scène est arrivée, voilà, a surgi, et je pense qu'elle était à la bonne place. Voilà. Donc la question, c'était quoi ? Eh bien oui, c'était tout simplement pourquoi le moment où on la voit danser, où on la voit exulter, voilà, en fait, alors, était effectivement extérieur. Ben, j'ai bien aimé cette manière, en fait, de faire comme vous savez, comme une ouverture de rideau et comme une fermeture de rideau, avec quelque chose d'un petit peu extérieur qui permette, vous savez, ou comme devant les tragédies grecques, vous avez le récitant qui s'avance sur scène, qui annonce quelque chose et après qui s'efface. Et voilà, je trouvais que ça faisait 2 scènes qui sont aussi en miroir et que c'était, voilà, que pour moi, ça fonctionnait par rapport au récit de l'histoire.
Et c'est le moment où on la voit danser. On la voit vraiment. Ce sont des scènes très visuelles, surtout pour la dernière qui clôt le livre. Est-ce qu'on écoute Julien Lancel ? Ah ben si vous voulez. Ah, j'ai bien envie qu'on écoute un peu. Vous avez fait les petites croix ? Oui, aussi. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Alors, j'ai fait tellement de petites croix qu'en fait, j'ai même plusieurs passages, parce que effectivement, ces Éden sont vraiment des moments suspendus et qui permettent justement aussi, avec cette petite fille qui, voilà, en plus on est dans les années 50, enfin quand il l'écrit, c'est un moment où le handicap n'est pas pris en charge. La différence, comme on dit, évidemment, n'était pas du tout ni vécue, ni acceptée, ni traitée comme aujourd'hui. Eh bien, voilà, il y a cette phrase où il dit ce qu'il doit à Emma. Donc voilà, c'est cet Éden-là que je choisis. Oui, ce sont des lettres. Il faut dire que moi, j'adore les romans épistolaires. Je trouve que la forme de l'adresse à quelqu'un, je trouve que c'est quelque chose d'une grande élégance. Et ça a quelque chose aussi d'un petit peu désuet. Donc voilà, ça se passe dans des années 50. Mais je trouve que le roman épistolaire, quand ça fonctionne, ça a quelque chose qui me plaît beaucoup. Et j'étais finalement contente d'avoir la possibilité, moi aussi, de faire mon mini-roman épistolaire. Et puis ça permet aussi de varier les voix dans un texte. J'aime bien qu'on puisse entendre différentes voix. Et c'est vrai que vous disiez que vous vous étiez attaché à Julien Lancel. Je confirme, il est très attachant, cet homme-là, avec cette voix d'un homme un peu décalé. Vous découvrirez sa biographie. On ne va pas tout dévoiler de lui, mais vous découvrirez sa biographie en lisant le roman. Très décalé, et surtout, ça va être l'auteur d'un seul roman. Et alors vous, je ne sais pas, mais moi, je suis fascinée par les auteurs d'un seul roman. Vous savez, ces auteurs qui ont tout donné dans un seul livre. Voilà, on pense à Herman Melville, à Moby Dick, à Malcolm Lowry, Au-dessus du volcan, Grand Maune, bien sûr, d'Alain Fournier, encore qu'il aurait peut-être pas resté l'auteur d'un seul roman si la guerre ne l'avait pas empêché. Mais je trouve ça très fascinant, ces écrivains en fait, qui ont été un peu dévorés, cannibalisés par un livre, et un livre qui devient un mythe littéraire. Voilà. Donc, Julien sera l'auteur d'un seul roman. Très bien. Et donc, un nouveau mythe littéraire lui aussi. N'exagérons rien. Mon Emma, ma libellule, mon colibri, mon églantine, mon abeille, mon moineau. Je te vois allongé dans l'ombre tiède des grands arbres et je te regarde dormir. Tu t'es étendu sur la nappe dépliée sur l'herbe, à côté du panier du goûter, avec les fruits, le pichet de citronnade, le pain et la tablette de chocolat que tu as à moitié dévoré. Emma gourmande, repue, endormie, la tête sur l'un des coussins rayés des fauteuils de jardin. Je vois quelques gouttes de transpiration à l'ourlet de tes lèvres. L'après-midi avance déjà vers le soir, l'heure dorée approche. Je vais devoir te réveiller, sinon tu ne trouveras pas le sommeil cette nuit. Mais je voudrais arrêter ce moment, quelques instants encore. J'ai chassé les mouches insistantes. Elles ont fini par se lasser. Maintenant, c'est une colonne de fourmis déterminées qui s'approche du pain que je mets à l'écart. À côté de toi s'étale ton chapeau de paille, celui que tu adores et que tu prends dès que nous allons dehors, quel que soit le temps. Son ruban rouge serpente avec nonchalance sur la nappe. Je le ramasse. Ça y est, cette minuscule agitation a fini par t'éveiller. Tu regardes autour de toi, un instant désorienté, et tu me vois. Ce qui t'intéresse, c'est la fourmi exploratrice de ton bras, que tu suis du regard avec une évidente fascination. Mon Emma, c'est toi qui m'aides à voir les choses, le sais-tu ? Je te rafraîchis le visage avec une serviette humide, je l'ai trempé dans le bol de glaçons fondus. J'essuie tes mains collantes de sueur et de citronnade. Viens, mon Emma, viens, il est l'heure de rentrer. Merci.
Eh bien, c'est Julien Lancel qui aura le dernier mot, puisque nous arrivons à la fin de notre échange. Merci beaucoup, merci infiniment Gaëlle Josse d'être venue nous présenter de nos blessures un royaume. Eh bien, nous pouvons le retrouver, vous pouvez le retrouver et continuer d'échanger, bien sûr, avec Gaëlle Josse dans la librairie. Je rappelle qu'on y retrouve aussi les deux derniers, À quoi songe-t-il, Ceux que le sommeil fuit, mais également l'ouvrage consacré à Viviane Meyer. Enfin bref, il y a plusieurs de vos romans que l'on peut retrouver. Encore merci, bonne suite à toutes et tous de Salon.